Donc, j'ai actuellement au studio de l'Antenne International Dr Wael Fouad, notre analyste politique et économique. Vous êtes toujours bienvenue sur l'Antenne International. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour être avec nous, présents ici au studio de l'Antenne International. Merci à vous. Merci à vous également. Donc, pour commencer, j'aimerais jeter plus de lumière sur les dimensions économiques et les dimensions d'investissement entre l'Égypte et l'Espagne, dans le cadre de cette visite effectuée pour la première fois par le roi d'Espagne, Philippe VI, ici en Égypte. Donc, comment vous avez lisé, vous avez suivi les différents messages lancés par les deux côtés à cet égard? En fait, l'Égypte tient à nouer de profondes relations diplomatiques, économiques et politiques avec les pays européens, avec l'Union européenne, et constituant aussi une relation bilatérale avec la France. On a vu le président Macron qui a visité l'ancien Caire, le Caire islamique, et puis aussi on a vu la visite du roi de l'Espagne. Donc, ce sont des pôles importants au niveau de la politique européenne. Et cette visite est très importante parce que c'est une première visite du roi de l'Espagne. Donc, c'est une ouverture d'une nouvelle ère de relations sur tous les plans entre l'Espagne et l'Égypte. Le roi ne se déplace pas pour le simple plaisir d'aller visiter le Caire ou bien visiter l'Égypte, une visite touristique. Il pourrait remettre sa visite lors de l'inauguration du grand musée égyptien, et c'est l'hiver, et c'est un peu le printemps, donc c'est la température et la réception, c'est-à-dire que c'est une visite faite exprès pour dire que l'Europe et l'Égypte, l'Espagne notamment et l'Égypte, sont ou bien commencent une nouvelle ère, une nouvelle collaboration concernant tous les domaines, surtout politiques. Donc vous voulez concentrer sur le timing. Oui, exactement. Le temps, c'est très crucial pour la région tout entière. Il y a bien sûr une offensive ou une agression israélienne sur le terrain contre Gazaville. Et par conséquent, on trouve que, bien sûr, l'Espagne prend des positions pour les Palestiniens et contre tout crime de guerre, de génocide, épuration ethnique faite par les occupants israéliens, à la tête desquels Benjamin Netanyahu. Exactement, c'est un soutien, c'est un support offert et exprimé par le roi d'Espagne pour un pays aussi important au Moyen-Orient, pour un pays qui a dit plusieurs fois, à plusieurs reprises et ouvertement, avec beaucoup de courage à l'État occupant, que vos plans vont être éradiquer, vous n'allez pas réussir à imposer l'immigration des Palestiniens en dehors de leur territoire. C'est une prise de position à saluer par le monde entier. Et n'oublions pas que très bientôt, il y aura une réunion aux Nations Unies pour la déclaration de l'État palestinien, la reconnaissance d'un État palestinien à côté de l'État israélien. Donc, c'est un moyen, c'est une expression concrète, une déclaration de donner un coup de main au président égyptien. Donc, si nous pouvons jeter plus de lumière sur les investissements, on trouve que le Premier ministre, Dr Moustapha, ou plutôt le ministre égyptien, pardonnez-moi, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Dr Abdelati, a rencontré son homologue espagnol ici en Égypte. Et les deux côtés, bien sûr, ont échangé des messages, bien sûr politiques, mais aussi, et Dr Abdelati a jeté la lumière sur le rôle crucial joué par les entreprises espagnoles dans le domaine de l'énergie, notamment l'énergie renouvelable ici en Égypte. Donc comment ce domaine attire beaucoup l'attention non seulement des Européens, mais aussi les Espagnols spécialement?
Lors de la guerre de Russie contre l'Ukraine, à ce temps-là, on a estimé que cette guerre sera terminée très bientôt. Mais en fait, ça a duré à peu près trois années. Donc le problème de transfert du pétrole, les chaînes de transfert des articles, donc tout cela a subi des conséquences néfastes à cause de cette guerre. Donc les Européens et surtout l'Espagne pensent à ce que l'Égypte est très proche de l'Espagne, donc on pourrait tendre des tuyaux, des moyens ou bien d'investir dans le domaine de l'énergie renouvelable dans le but d'éviter tout problème concernant le chauffage en hiver ou bien et l'arrêt des usines en Espagne. Donc l'Égypte est devenue un centre remarquable pour le gaz, pour le pétrole, pour aussi la retransformation du pétrole et le système à le rendre utilisable dans les usines. Et l'énergie renouvelable, c'est-à-dire qu'on a lancé une très grande station d'énergie renouvelable à Luxor et aussi on est là pour transmettre l'électricité. Ouais. Est-ce que vous trouvez que cette guerre commerciale que vous venez de dire entre deux guillemets, les États-Unis de Trump et la Chine, et les États-Unis et les différents pays européens dans le domaine des exportations, et ces tarifs de renommée internationale, les tarifs trumpiens, donc est-ce que tout ça ont des impacts sur le fait de rendre les investisseurs espagnols de plus en plus se dirigeant vers l'Égypte, car l'Égypte, bien sûr, c'est un pays stable, mais aussi qui dispose d'une bonne infrastructure tout à fait sophistiquée? Exactement, c'est l'infrastructure, la construction de plusieurs stations d'énergie renouvelable, d'énergie nucléaire, électrique, de nouvelles moyens pour l'analyse du pétrole et du gaz et la production de ces produits pétroliers. Donc c'est un moyen de dire pour assurer la sécurité et la sûreté pour les pays trop proches qui sont l'Espagne, la France et d'autres pays. Bien sûr, on trouve que toutes les grandes puissances mondiales, toutes les grandes compagnies mettent en leur considération ou devant leurs yeux les dimensions socio-économiques. C'est sûr, pour le peuple Oui, et les grandes puissances mondiales ne vont pas arriver à améliorer leurs relations avec l'Égypte au niveau de partenariats stratégiques comme l'exemple d'Espagne si l'Égypte n'a pas changé totalement, si je peux dire, le visage de son économie, notamment le côté socio-économique. La preuve que j'ai aujourd'hui, c'est cette initiative de vie décente. Comment vous trouvez que cette initiative qui a pris une marque internationale, qui est devenue un brand, comme on dit en anglais, montre bien comment s'améliore l'économie nationale? En fait, si on regarde dans les pays européens, on va trouver par exemple qu'en Italie, le sud de l'Italie, c'est une partie très pauvre du pays. Passons par exemple en Arabie Saoudite, on va trouver que les périphéries de l'Arabie Saoudite, il y a plusieurs points négatifs concernant le niveau de vie des Saoudiens, des citoyens. Donc, l'Organisation des droits de l'homme a toujours accusé l'Égypte de négliger les droits de l'homme. Et ils se sont concentrés sur le point que, voilà, vous ne permettez pas l'expression libre des avis et vous attirez et vous enfermez les dits activistes politiques envoyés par les services d'intelligence de certains pays européens pour attaquer l'Égypte et pour se révolter, pour critiquer négativement ou bien pour critiquer d'une manière incorrecte le système et le pouvoir égyptien.
En fait, l'Égypte a trouvé une bonne solution pour répondre à toutes ces accusations. Voilà quels sont les droits de l'homme. Les droits de l'homme de pouvoir s'acquérir une vie décente à travers l'électricité, à travers les aliments, à travers les prix modérés un peu, à travers le logement et l'habitation, à travers la restauration et la transformation de ce qu'on appelle les bidonvilles. Les bidonvilles, oui. Donc voilà, c'est une expression directe, correcte, claire et nette pour dire que le système, le pouvoir est au service du citoyen égyptien. Oui, donc vous trouvez que cette initiative a un impact sur le développement durable, a un impact sur la redistribution des fruits de la croissance à travers un développement inclusif et non pas exclusif. C'est une sorte de rééquilibrer la société égyptienne du point de vue socio-économique. Effectivement, si on se rappelle ce qui a été fait en 2010, c'était le taux de croissance, c'est à peu près 7%, mais ça a été exclusif. C'est-à-dire qu'il y a des personnes vivant des bidonvilles, il y a des personnes souffrant marginalisées, souffrant des manques de services sanitaires, les établissements scolaires, le manque de chances de travail, le déficit à travers entre les besoins et le revenu mensuel. Et donc tout cela... Permettez-moi, donc, à travers de telles initiatives, Vie décente ou autres, nous essayons en tant qu'un État égyptien, de lutter contre ce qu'on appelle la pauvreté multidimensionnelle. Exactement. Et la santé, le manque des services de santé, le manque des services d'éducation, le manque des chances de travail ou des opportunités de travail. Exactement. Et n'oublions pas qu'avec la pauvreté vient l'ignorance et la préparation d'un très grand train de personnes, un très grand nombre de personnes prêts à se révolter et à prendre l'initiative de sortir, d'être mobilisés en des milliers contre le pouvoir, contre le système, et ceci qui a été fait lors de 2011. Donc ces problèmes ont attiré l'attention ou bien ont été dans le cadre de l'intérêt du président Fatah Sisi lorsqu'il était encore ministre de la Défense, et il a cherché non seulement à redistribuer les biens de l'État, mais aussi à assurer à l'être humain de plus en plus ses droits. Les droits, c'est-à-dire ce n'est pas seulement le méga projet d'une vie décente, mais il y a aussi un méga projet concernant 100 millions de Saha, 100 millions santé. Et il a annulé toutes les listes. Il a fait, hier j'ai écouté que 2,800 millions d'opérations chirurgicales ont été faites. Aujourd'hui, on écoute ou bien on entend dans la radio que voilà, il y a des opérations chirurgicales qui nécessitent 150 millions de livres égyptiens ont été faites avec 430 livres égyptiens seulement. Donc, c'est une réconciliation entre l'État et le peuple, entre le pouvoir et la patrie, entre le citoyen et son entourage. On élimine les causes pour lesquelles les groupes radicalistes ont trouvé une bonne terre pour fleurir. Oui. Ceci, les groupes des Tunèbres. Des Tunèbres. Oui, les groupes des Tunèbres. Vous avez quand même pointé mettez le point soleil sur une chose très cruciale. Pourquoi le peuple égyptien ne se révolte pas contre son État? Pourquoi il n'est pas provoqué par les incitations et les rumeurs et les nouvelles qui sont falsifiées par toutes ces vagues de mettre en doute tous les projets ou la faisabilité ou le revenu ou l'intérêt ou le profit quand même que nous allons entendre de ces projets qui sont ou de ces initiatives qui sont
appliquées sur le terrain, vous avez dit des réponses. Le peuple égyptien touche bien. Oui, il y a des défis en ce qui concerne jusqu'à la fin de la vie, il y aura des défis, oui. il y a mais des choses à combler. Touche bien les fruits de ces promesses. Exactement, c'est-à-dire ils ont trouvé, si on se déplace tout près de chez nous, ici, de ce bâtiment, vous allez trouver qu'il y a eu des maisons qui ne sont pas dignes pour des êtres humains, mais ces maisons ont été détruites, ont été renouvelées. Il y a d'autres, dans d'autres parties, l'Asmarat, en Haute-Égypte, il y a eu, les bidonvilles ont été les très... les bidonvilles, les très menaçants, c'était à peu près 430 endroits. Et puis, on a trouvé, j'ai vu de mes propres yeux dans certains gouvernorats, comment les maisons ont été construites, comment il y a des rues bien établies, il y a des services sanitaires, des convois qui tournent ou bien qui visitent les nouveaux quartiers, les parties négligées depuis de longues années, surtout avant 2010. Encore une fois, vous avez touché un autre point essentiel, les bidonvilles ou les zones non officielles. Pourquoi ces zones se sont développées au cours des dernières années, de longues dernières années? C'est parce qu'il n'y avait pas ces infrastructures sophistiquées qui se trouvent aujourd'hui dans les zones rurales. On parle que cette initiative touche la vie de 60% de la population dans les zones rurales. C'est pourquoi les gens là-bas dans ces zones auparavant ont essayé de faire une sorte d'émigration vers les grandes villes, le moteur essentiel de l'économie égyptienne comme l'Alexandrie, le Caire ou quand même les autres régions ou les autres gouvernorats du canal de Suez. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On essaye de faire une sorte d'infrastructure sophistiquée et à côté de ça, il y a des projets micro, moyennes et petites entreprises. Exactement, c'est un autre côté, c'est-à-dire qu'on a essayé d'encourager la jeunesse de trouver ou bien d'élaborer des projets pour devenir un petit homme d'affaires, grandissant avec le temps, et c'est normal. J'ai vu de mes propres yeux des ruelles qui ont été négligées et aujourd'hui ils ont été nettoyés, bien construits. Des gens ruraux. Des gens ruraux et des gens même au centre-ville, dans des quartiers du Caire. C'est-à-dire dans les quartiers, disons, pauvres, les quartiers, parce que ceux-ci aussi menacent ou bien bloquent l'entrée de la police pour arrêter les éléments... criminels. Donc, ils ont reconstruit certaines maisons, ils ont reformulé... Pour le pompier, quand même, et pour le service, même pour une ambulance qui n'arrive pas à entrer dans des ruelles très étroites. Donc, tout cela a été reformulé. Et c'est une grande maison à embellir maintenant, à repeindre, à une nouvelle vision des choses. Et puis, comme ça, l'être humain se sent qu'il est très important pour l'État. Il peut, à ce moment-là, déployer tous ses efforts et travailler comme il faut, à trouver, à chercher ou bien à être entraîné dans des usines. Et trouver, il sera qualifié. Il pourrait penser à émigrer en Europe et il sera reçu par les grandes entreprises en collaboration avec les entreprises égyptiennes concernant l'électricité, les produits comme les vêtements, les aliments, c'est-à-dire il y a eu des coopérations bilatérales avec presque la majorité des pays européens. Exceptionnellement, l'Angleterre et son dossier concernant un activiste et toute cette histoire. Et cette initiative quand même représente une lutte indirecte ou quand même directe contre l'immigration clandestine. D'un côté, oui. Venus à partir de l'Égypte. Je parle des Égyptiens. Effectivement, d'un côté et de l'autre côté, c'est très important aussi de dire que nous avons les pays européens, lorsqu'ils signent des conventions économiques avec nous,
c'est pour aussi l'économie égyptienne. Donc, ils entravent ces immigrations, ces immigrés clandestins. Ils réduisent les problèmes créés par nos immigrés clandestins. Comme ça, c'est une réponse pratique concernant la mise de concernant la mise enfin de la mise de l'histoire des problèmes racistes aussi en Europe d'un côté, de l'autre côté tous ces problèmes de l'immigration des éléments criminels égyptiens, terroristes. Encore une fois, raison pour laquelle cette stabilité socio-économique attire beaucoup l'attention de grandes compagnies mondiales, attire beaucoup l'attention et l'intérêt de grandes puissances mondiales afin d'élever leurs relations avec l'Égypte au niveau des relations stratégiques ou quand même un partenariat stratégique. L'Égypte n'est plus un pays faible, n'est plus un pays coincé dans le monde arabe, et il y a d'autres entités qui prétendent jouer un rôle important dans les pourparlers. Ouais. Et l'Égypte aujourd'hui a eu la chance de reprendre les relations entre l'Iran et la Société internationale des forces nucléaires, l'agence. D'un autre côté, on parle pour la cause palestinienne. Et on est là. L'Égypte est devenue un partenaire stratégique pour la Chine. La Russie tient à donner une grande importance à l'Égypte, surtout à travers l'idée du BRICS. Ouais. Donc, il est temps de s'adresser à l'Égypte en tant qu'un partenaire bilatéral digne d'être. Et c'est ça quand même montre aux citoyens le fait que si nous sommes impuissants de régler notre problème intérieur, vous n'allez être pas un partenaire dans deux grands blocs économiques mondiaux comme BRICS par exemple, ou d'autres rassemblements ou blocs mondiaux dans le domaine économique, dans le domaine d'investissement, dans le domaine... L'Égypte joue un rôle important ou bien elle a créé, en tant qu'État, a créé, si on veut dire, un club de producteurs de gaz et des sources pétrolières. Et ils sont là pour purifier, pour échanger et pour transformer ces produits pour donner plus de valeur économique et monétaire pour ces produits. Donc, c'est une source. Aujourd'hui, l'Égypte essaye d'être un centre d'intérêt pour les pays d'entourage. Oui. Et en même temps, l'Égypte protège sa croissance économique, ses moteurs économiques, à travers le fait de créer et de redistribuer les moteurs de son économie. Je parle de nouvelles villes qui se trouvent partout sur le plan égyptien. Et surtout qui ont été installés selon une autre vision, c'est-à-dire comme l'Alamein, c'est une ville au bord de la mer. Il y a près d'elle une source nucléaire très importante qui sera inaugurée dans 2-3 ans. Aussi, il y a des universités, il y a des activités artistiques qui se répètent ou bien qui se produisent tout le long de l'année. Ce n'est plus une ville pour l'été, pour 3 mois d'été. Ouais. Il y a aussi d'autres villes comme ça, c'est-à-dire que la transformation de la vision même de la ville nouvellement installée pour être plus fructueuse et plus durable et une source de revenus durable. Parce que par exemple, ces nouvelles villes visent le fait d'attirer l'attention des jeunes Égyptiens, des étudiants, et par conséquent, ces étudiants vont faire appel à l'arrivée de leurs
famille pour être basée en Égypte parce que, comme vous venez de dire, parmi la grande majorité des étudiants qui sont à la par exemple, leurs parents se trouvent à l'étranger, dans des pays arabes, dans des pays du Golfe ou à l'étranger quand même. Donc quand ces étudiants se trouvent ici dans cette partie, ils vont attirer l'attention de leur famille afin de se baser et de s'installer dans ces nouvelles zones économiques. J'ai eu plus de temps pour vous donner plus d'espace pour nous expliquer un peu plus de dimensions de l'initiative égyptienne Haya Karima. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci chers téléspectateurs. Bon, suite de nos programmes toujours sur votre chaîne internationale. Au revoir.